Tout le monde a ri lorsqu'un membre des Hells Angels a acheté le manoir abandonné de la mafia pour seulement 100 dollars. Les voisins ont plaisanté en disant qu'il signait son arrêt de mort, car des personnes avaient déjà disparu dans cette maison et la police y avait autrefois découvert une cellule de prison souterraine. Cependant, lorsque le moteur a brisé la serrure de la porte en acier sous l'escalier et ouvert la pièce secrète qui était restée cachée pendant 40 ans, le spectacle qui s'est offert à lui a laissé tout le quartier sans voix. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Caleb Hawk Santoro, 52 ans, se tenait dans un dépôt de bus vide de Détroit à la fin de l'hiver, avec un vieux sac à dos et des yeux qui avaient vu plus de pertes que la plupart des hommes n'en connaissent dans toute leur vie. Ancien capitaine de route des Hells Angels et vétéran des Marines, il avait survécu aux bombes, aux balles et aux affrontements sanglants. Mais il n'a pas pu survivre au coup de grâce. La mort de son frère le plus proche, Johnny Cross, qui a été pris en embuscade lors d'une transaction 3 ans plus tôt. À partir de ce jour, Hawk a quitté le club, quitté la Californie et laissé derrière lui tout ce qu'il avait défini jusqu'alors. Détroit, dans le Michigan, avec ses rues désolées et ses bâtiments en ruine, est devenu l'endroit où Hawk a recommencé sa vie, réparant des vélos pour gagner juste assez d'argent pour survivre. Pas de rêve, pas de projet, pas d'avenir, juste la paix. Pendant ce temps, la ville menait le programme d'enchères Detroit Land Bank, liquidant à des prix incroyablement bas, à partir de 100 dollars seulement, des maisons saisies à la mafia et à d'autres criminels afin d'encourager les gens à revenir s'installer dans les quartiers abandonnés. Hawk n'avait pas beaucoup d'argent, pas de famille vers laquelle retourner et aucun objectif à poursuivre. Il voulait juste un toit au-dessus de sa tête, un endroit où il pourrait se sentir en sécurité la nuit et ne pas penser qu'il était le dernier survivant. En parcourant la liste des enchères, il vit un nom qui lui donna froid dans le dos. Le manoir Belladonna, une villa qui appartenait autrefois à la famille mafieuse Belladonna et qui était abandonnée depuis plus de 40 ans à la suite d'une descente du FBI. Personne n'osait l'acheter. Personne n'osait y vivre. Seules des rumeurs circulaient au sujet d'enfants disparus et d'anciens propriétaires qui s'étaient volatilisés du jour au lendemain. Lorsque Hawk alla la visiter, Malcolm Hayes, un ancien voisin, se tenait près de la clôture brisée, les yeux plissés en signe d'avertissement. Il lui dit « Tout le quartier croit que cette maison avale les gens. » Hawk haussa simplement les épaules et sourit d'un air sec. Il avait survécu à bien pire. Il s'inscrivit donc à la vente aux enchères, tint le numéro dans sa main et entra dans la petite salle de la ville pour acheter une maison dont personne d'autre ne voulait pour 100 dollars, avec tout le passé de Detroit qui l'attendait derrière la porte. Le lendemain matin, Hawk se rendit au siège de la Detroit Land Bank, un bâtiment du centre-ville où des néons clignotaient au-dessus de rangées de chaises en plastique froide. La salle bourdonnait des chuchotements des petits investisseurs, des chasseurs de bonnes affaires et des habitants curieux qui voulaient voir qui était assez fou pour acheter une maison de la mafia. Lorsque l'employé de la banque foncière annonça que le prix de départ pour le manoir Belladonna était de 100 dollars, la salle resta silencieuse pendant un moment avant que quelques rires secs n'éclatent. Pendant des années, cette villa était restée sur la liste, intacte, malgré son faible prix. Lorsque Hawk leva son panneau, les seuls bruits étaient ceux des chaises qui grinçaient et des chuchotements malveillants. Un moteur des Hells Angels qui achète une maison de la mafia? Il ne tiendra pas longtemps. C'est un fou. Il veut probablement tenter le diable. L'employé de la banque foncière, une femme d'âge moyen portant des lunettes épaisses, regarda le dossier de Hawk et se pencha pour lui murmurer « Vous êtes sûr? » Le dernier acheteur s'était enfui au bout de 48 heures, laissant tout derrière lui. Hawk répondit d'une voix basse et calme, comme s'il parlait de la météo. « J'ai juste besoin d'un toit. C'est du passé. Je peux m'en occuper. » Quelques personnes sourirent, le considérant comme un simple motard qui essayait de prouver quelque chose. Puis un jeune homme en costume gris s'avança. Il était beaucoup trop élégant pour la foule. Il tendit la main et sourit avec sa bouche, mais pas avec ses yeux. « Alex Lawson, dit-il, je représente un groupe immobilier privé. Vous essayez de mourir? Cette villa n'est pas habitable, elle est maudite. » Hawk le regarda droit dans les yeux, son regard aussi froid que l'acier. Il n'y avait ni colère ni défi dans ce regard, juste la résilience d'un homme qui avait vécu plusieurs vies. «
Si elle a appartenu au diable, dit-il lentement, je la transformerai en maison. Je la transformerai en maison, rit Alex. Mais c'était le rire de quelqu'un qui savait des choses que les autres ignoraient. Il lança un défi que toute la salle pouvait entendre. Si tu survis aux 3 premières nuits, je te paierai 100 fois plus pour le racheter. Hawk acquiesça sans réfléchir. Il signa les papiers et prit les clés. Les chuchotements se transformèrent en un silence inquiétant, comme s'il regardait un homme se jeter volontairement dans la gueule du loup. Alors qu'il quittait de la salle, une jeune femme aux cheveux noirs comme les ombres derrière elle pencha la tête et murmura juste assez fort pour qu'il l'entende. Bella n'a jamais disparu. Ils attendent juste qu'un imbécile se présente. Il ne répondit pas, se contentant de serrer les clés plus fort. Il sortit. Le vent de Detroit fouetta son visage balafré. Une demeure mafieuse d'une valeur de 100 dollars lui appartenait. Mais, en échange de toute la ville qui regardait un cas de suicide, Hawk parcourut les rues sinueuses de Detroit sur sa vieille Harley. Le ciel gris se reflétait sur la visière fissurée de son casque. Lorsqu'il tourna dans Indian Village, l'air changea complètement. Il était plus calme et plus lourd, comme si le temps s'écoulait plus lentement ici. Indian Village avait autrefois été la fierté de Detroit, avec ses anciennes demeures de style européen. Aujourd'hui, il n'en restait que des ruines, des toits effondrés, des cadres de fenêtres pourris et des pelouses si envahies par la végétation qu'elles engloutissaient les allées. Et puis Hawk l'aperçut. Le manoir Belladonna se dressait au milieu du pâté de maisons, une ombre ancienne qui refusait de mourir. La villa de 3 étages en briques rouges ressemblait à un survivant de la guerre. Ses murs étaient fissurés comme une toile d'araignée. Des morceaux de briques s'étaient détachés, laissant apparaître les fondations grises. Les balustrades du balcon étaient tordues, comme si elles avaient été pliées à main nue. La lourde porte d'entrée en chêne était pourrie, l'eau de pluie s'était infiltrée et avait créé de longues traînées noires qui ressemblaient à des larmes. 2 statues d'anges en pierre flanquaient l'entrée. Toutes 2 avaient la tête cassée et leurs bras sectionnés gisaient à leurs pieds, les faisant ressembler à des gardiens défaillants de ce qui se trouvait à l'intérieur. Hawk gara sa moto, retira ses gants et fixa la maison pendant un long moment. Elle ne lui faisait pas peur. En fait, il avait vécu dans des endroits pires, des casernes délabrées à Fallujah, des camps de motards incendiés dans le Nevada et des motels bon marché où il dormait avec un couteau sous son oreiller. Mais cette demeure avait quelque chose d'étrange. C'était comme si elle le fixait en retour, jugeant s'il était un ami ou un intrus. Lorsqu'il poussa la porte d'entrée, les gonds émirent un long grincement perçant et effrayant. À l'intérieur, il faisait noir comme dans un four. La faible lumière extérieure suffisait à peine à éclairer les particules de poussière en suspension. L'air était imprégné d'une odeur de bois humide et pourri et de vieux métal, l'odeur caractéristique des endroits oubliés depuis trop longtemps. Le salon était si vaste que ses pas résonnaient partout. Un lustre en cristal fissuré pendait du plafond, ses éclats étant tombés sur le sol en mosaïque modelée. Des peintures italiennes ornaient les murs. Les portraits de plusieurs générations de la famille Belladonna avaient été lacérés du front au menton, comme si quelqu'un avait délibérément effacé leur visage. Le rideau poussiéreux flottait dans le vent qui s'engouffrait par les fenêtres brisées, donnant l'illusion que quelqu'un se tenait derrière. Hawk s'enfonça dans la bibliothèque où les étagères étaient de travers et les livres éparpillés sur le sol comme des connaissances abandonnées sur un champ de bataille. Beaucoup de livres étaient carbonisés au coin et certaines pages étaient marquées d'empreintes de Botfulissa. Sur le bureau en noyer se trouvait une carte de Detroit de 1972 en parfait état, mais le couvercle en verre portait un sceau ouvert du FBI, ce qui lui indiquait une chose. Quelqu'un était venu ici après le raid de 1934. Hawk se dirigea silencieusement vers la salle à manger. Cette longue pièce aux vitraux avait sans doute autrefois accueilli de somptueux dîners pour la famille Belladonna. À présent, une nappe sale pendait de travers, comme si elle avait été retirée à la hâte. Il y avait de la vaisselle sale et des verres cassés sur le sol, ainsi que des taches de vin rouge séché qui ressemblaient à du sang. On aurait dit que quelqu'un s'était levé au milieu du dîner et n'était jamais revenu, laissant tout dans un état de désordre chaotique. De retour dans Slowlone, remarqua quelque chose qui lui avait échappé. Juste sous l'escalier menant au 2e étage, il y avait une porte en acier gris de près de 2 mètres de haut et plus épaisse que la normale.
La serrure n'était pas celle d'une maison. Elle ressemblait à celle des prisons ou des cellules de détention des syndicats clandestins. De longues rayures s'étendaient du milieu de la porte jusqu'au parquet, ressemblant à des marques de griffes ou à des éraflures métalliques, mais elles semblaient étranges. O soupira simplement, se disant qu'il vérifierait plus tard. Il passa le reste de la soirée à ranger le salon et à installer un vieux matelas sur lequel dormir. Les lumières de la maison clignotaient constamment et le vent sifflait à travers les fissures, produisant un bruit semblable à des chuchotements. Parfois, Hawk entendait des pas très légers à l'étage, ou quelque chose qui ressemblait à une chaise qu'on traînait. Il se dit que c'était simplement le bois qui se tassait ou les bruits normaux d'une vieille maison. Mais à minuit pile, alors que tout était silencieux, il entendit un bruit qu'il ne pouvait expliquer. 3 coups, lents, forts et clairs, provenant juste sous le plancher où il était allongé. Toc, toc, toc. Hawk se leva lentement et posa sa paume sur le plancher en bois froid pour confirmer ce qu'il avait entendu. Ce n'étaient pas des coups aléatoires ou faibles, mais les coups délibérés d'un être humain appelant à l'aide. Il se dirigea vers le bord de l'escalier, les yeux fixés sur la porte en acier gris en dessous, la seule partie de la maison qui était encore intacte. Après quelques secondes d'hésitation, Hawk alluma la lampe torche de son téléphone et s'approcha de la porte. La serrure industrielle faisait près de 5 centimètres d'épaisseur. Elle était rouillée mais solide. Il tira sur la poignée. Elle ne bougea pas. Plutôt que d'abandonner, il vérifia les gonds et repéra de légères marques de coupure, comme si quelqu'un avait déjà essayé de les forcer avec des outils sans y parvenir. Il sortit pour aller chercher sa moto, prit un pied de biche dans sa boîte à outils et l'enfonça dans l'interstice. Il s'arc-bouta dessus. Les muscles de son bras se tendirent sous sa vieille veste en cuir lorsqu'il entendit un crissement métallique aigu suivi d'un craquement retentissant qui résonna dans le salon plongé dans l'obscurité. La serrure se brisa et la porte en acier s'ouvrit dans un soupir, comme si les poumons de la maison avaient été réveillés de force après d'avoir été ensevelis pendant 40 ans. Hawk braqua sa lampe vers les escaliers plongés dans l'obscurité totale. L'air était plus froid et plus épais. On avait l'impression de ne pas être dans un sous-sol, mais dans les profondeurs d'un estomac sombre qui avalait la lumière. Il descendit marche après marche, l'écho de ses bottes résonnant dans un espace construit comme un bunker militaire. Ce sous-sol ne ressemblait à aucun autre sous-sol civil. Il était presque aussi grand que toute la maison, avec des murs en béton coulé et des conduites d'aération traversant le plafond. Il y avait également de vieilles caméras de sécurité datant des années 1970, similaires à celles utilisées par les belladonna. Dans le coin gauche se trouvait une chaise d'interrogatoire avec des sangles en cuir encore attachées et un siège en fer taché de rouille et d'une substance brun foncé qui ressemblait à du sang. À droite se trouvait un coffre-fort industriel de 2 mètres de haut avec une porte fermée et une surface noircie, comme si quelqu'un avait essayé de le brûler pour l'ouvrir. Hawk balaya la lumière plus loin pour révéler un étroit tunnel en briques s'étendant loin derrière la maison. Il supposa qu'il était relié au bois derrière la maison, la voie de fuite de la mafia. L'air transportait une légère odeur de métal ancien et la puanteur familière des endroits qui avaient autrefois fait vivre dans la peur. Il marcha lentement dans le couloir principal, chaque pas soulevant de la poussière et les faisceaux de sa lampe torche éclairant les rayures sur les murs. Certaines sections étaient profondément enfoncées, comme si elles avaient été frappées des centaines de fois. Un sentiment de lourdeur envahit Hawk, le même qu'il avait éprouvé lorsqu'il était entré dans les cellules des prisonniers en Irak. Une vieille douleur qui ne le quittait jamais. Au bout du couloir, Hawk s'arrêta net. Un bruit infime, très infime. De la dernière pièce provenait un sanglot étouffé. Ce n'était pas une pipe ou un animal, mais un cri réprimé au point de devenir désespéré. Je fis quelques pas en avant, le cœur battant non pas de peur, mais de l'instinct de quelqu'un qui avait vu trop de vies brisées. Il braqua la lampe sur la dernière porte, une petite porte en acier à hauteur de tête d'un adulte, verrouillée de l'extérieur. Elle comportait une petite fente horizontale, comme celle des portes de prison, pour passer de la nourriture ou de la lumière. Hawk toucha la surface glacée, puis tira sur la serrure. Elle vacilla comme si elle pouvait tomber à tout moment. Il l'ouvrit à l'aide du pied de biche. 3 coups secs et elle s'ouvrit. La porte grinça et un souffle d'air froid frappa son visage. Il braqua la lampe à l'intérieur.
Dans un coin, une petite fille d'environ 9 ans était assise, recroquevillée, Gijinhamamahim, les genoux serrés contre sa poitrine. Ses longs cheveux étaient collés à son visage et sa peau était si pâle que sa clavicule ressortait même dans l'obscurité. Sa robe était la seule chose qui ne cadrait pas avec la scène. C'était une vieille robe en coton déchiré qui lui arrivait aux genoux, complètement déplacée dans une pièce construite pour la captivité. Lorsque la lampe torche éclaira son visage, elle ouvrit grand les yeux, des cernes visibles sous ceux-ci, et elle eut l'air effrayé, comme un animal acculé. Elle murmura, la voix tremblante comme si elle n'avait pas parlé depuis des jours. Non, ne me ramenez pas vers eux. Je ne sais pas depuis combien de temps je suis ici. Ne les laissez pas me reprendre. Hawk se figea. Il s'accroupit et tendit la main très lentement, avec autant de précaution qu'il en aurait eu avec un enfant traumatisé. Tu es en sécurité maintenant, dit-il doucement, sa voix grave inhabituellement chaleureuse. Je ne suis pas l'un d'entre eux. La fillette le regarda, les lèvres tremblantes, et se remit à sangloter, puis se jeta dans ses bras comme s'il était le premier adulte qu'elle voyait sans crainte. Je m'appelle Rosa, murmura-t-elle contre sa poitrine. Hawk souleva Rosa, enroulant ses bras autour de son petit corps effroyablement léger et osseux. Il balaya la pièce du regard une dernière fois. Des murs en béton nu, un matelas fin et taché, pas de fenêtre et pas de lumière. Une véritable cellule obscure que la mafia utilisait pour préserver ou isoler ses victimes. Alors qu'il la portait vers les escaliers, Rosa s'agrippa au col de sa veste, respirant bruyamment, terrifiée. Hawk prit une profonde inspiration. Il s'était juré de ne plus jamais sauver personne, car chaque sauvetage lui avait coûté cher. Mais maintenant, avec une enfant emprisonnée sous terre par une famille mafieuse défunte, il savait qu'il n'y avait qu'une seule voie à suivre. Jurant comme s'il s'adressait au défunt Johnny Cross, il murmura « Je te protégerai quoi qu'il arrive ». Au moment où il la sortit du sous-sol, Hawk entendit du bruit à l'extérieur, comme si quelqu'un passait en courant. Il couvrit instantanément sa tête de sa main et se pencha en avant pour écouter. Les maisons voisines, jusque-là silencieuses, résonnèrent soudainement de portes qui claquaient, de pas précipités et du cliquetis métallique lointain des cartouches chargées dans les chambres. Hawk comprit immédiatement que le voisinage l'avait vu sortir un enfant de la maison mafieuse. Pire encore, ils avaient vu un moteur des Hells Angels. Avant qu'il n'ait pu poser Rosa, des lumières rouges et bleues clignotèrent au bout de la rue. Les sirènes déchirèrent l'air glacial. 3 voitures de police de Detroit ont d'abord freiné dans un crissement de pneus, glissant jusqu'à l'entrée. Elles étaient suivies de 2 SUV noirs aux vitres teintées portant l'inscription FBI, Detroit Field Office. Il sentit Rosa retenir son souffle et ses petites mains trembler alors qu'elles agrippaient son col. Comme si c'était la seule chose sûre dans sa vie clandestine. Les portes du FBI s'ouvrirent brusquement. Une grande femme aux cheveux attachés en arrière et au regard perçant en sortit. Sa voix était si autoritaire que les policiers de Detroit se turent. L'agent principal, Amanda Crowley, posa l'enfant par terre. Les mains sur la tête, ordonna-t-elle. Je ne bougeais pas. Les enfants étaient terrifiés. Je les trouvais en dessous. Taisez-vous. Crowley l'interrompit. Qui êtes-vous? Il garda une voix calme. Caleb Santoro. Je... Elle jeta un coup d'œil à sa veste en cuir, ses yeux s'assombrissant. Hells Angels. Parfait. Et moi qui me demandais comment un moteur avait atterri dans une maison mafieuse scellée. Un policier de Detroit regarda Hawk, puis Rosa. Nous venons de recevoir un appel pour un enlèvement d'enfant, dit-il. Quelqu'un l'avait vu sortir avec une petite fille, expliqua-t-il. Crowley croisa les bras. Pourquoi avez-vous emmené l'enfant au sous-sol? Nous avons trouvé des traces d'effraction. Il serra les mâchoires, luttant pour ne pas répondre sèchement. Je suis entré par effraction parce que j'ai entendu frapper. L'enfant était enfermé là-bas. Elle avait clairement besoin d'aide. Vous n'aviez pas le droit d'entrer dans une propriété fédérale sous séquestre, dit Crowley d'une voix métallique. Et vous correspondez davantage au profil d'un kidnappeur qu'à celui d'un sauveteur. Votre casier judiciaire n'aide pas. Rosa se mit à pleurer, ses sanglots se transformant en halètements paniqués. Ne m'emmenez pas, il m'a sauvé. Hawk se pencha et murmura. Tout va bien, Rosa. Je suis là.
Mais Crowley fit signe à deux agents. Séparer l'enfant, vérifier qu'elle n'est pas blessée. Évaluation psychologique et menottes. Celle-ci? Non, hurla Rosa. Le son jaillit de sa poitrine. Elle s'agrippa si fort à Hawk qu'un agent dut utiliser ses deux mains pour la détacher. Rosa donnait des coups de pied dans le vide en sanglotant. Ne me ramenez pas vers eux. Ils m'ont enfermé. Il m'a sauvé. Ne l'emmenez pas. Hawk sentit son cœur se serrer comme un poing. Il voulait la saisir et lui expliquer. Il voulait se battre contre toute l'équipe du FBI pour l'enfant, mais son instinct de vétéran le maintenait immobile. Le moindre mouvement ne ferait qu'empirer les choses. Deux agents emmenèrent Rosa, ses cris devenant de plus en plus rauques. Un policier s'avança, saisit les bras de Hawk et lui passa les menottes. Le métal froid lui mordait les poignets. Sully s'approcha, le regard impitoyable. Vous avez choisi l'endroit idéal pour cacher un crime. Cette maison est liée à des dizaines de disparitions. Vous pensez que je vais croire que vous avez trouvé une enfant dans votre cave par hasard? Hawk soutint son regard. Il la fixa, la voix basse mais tranchante comme une lame. Si j'avais voulu la cacher, je n'aurais pas laissé les voisins la voir. Je ne suis pas le ravisseur. Sully sourit froidement. Le refus de coopérer est une preuve de culpabilité. Ces mots le blessèrent profondément. Non pas parce que Hawk craignait d'être arrêté, mais parce qu'il lui rappelait comment Johnny Cross avait été piégé avant de mourir et à quel point Hawk avait été impuissant face à un système trop puissant pour être combattu. Hawk fut poussé dehors. Alors qu'il l'emmenait, il vit Rosa appuyée contre la vitre du SUV du FBI, les yeux humides, le regardant avec désespoir. Ses lèvres bougeaient silencieusement, mais Hawk savait exactement ce qu'elle disait. « Ne me quitte pas. » Il serra les dents, s'efforçant de respirer calmement. Il jeta un dernier regard vers le manoir de Bel-Air. Les gyrophares de la police illuminant de la façade fissurée donnaient l'impression que la maison se moquait de lui. Alors qu'il le poussait dans la voiture de police, Hawk baissa la tête. L'impuissance lui écrasait les épaules. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment prisonnier, non pas à cause des menottes, mais parce qu'une enfant venait d'être arrachée de ses bras et renvoyée dans le monde qu'elle fuyait. Non pas à cause des menottes, mais parce qu'une enfant venait d'être arrachée de ses bras et renvoyée dans le monde qu'elle fuyait. La porte claqua, l'obscurité l'engloutit. À ce moment-là, Hawk comprit que les personnes qui venaient de le menotter n'étaient pas les véritables ennemis dans cette histoire. La véritable terreur qui l'attendait étaient les personnes qui avaient construit ce sous-stock sous la maison. Elles reviendraient certainement chercher Rosa. Même menotté, Hawk n'avait qu'une seule pensée en tête. Il devait retourner auprès de cette petite fille. Quoi qu'il en coûte, Hawk fut libéré 3 heures plus tard. Non pas parce que le FBI le croyait, mais parce qu'il n'avait aucune preuve pour l'inculper. Crowley le regardait comme s'il était un menteur rusé. Mais la loi était la loi. En sortant du quartier général de la police de Detroit, Hawk ne dit rien. Il se contenta de resserrer sa veste en cuir. Il se rendit directement au parking et démarra sa Harley, comme si le rugissement du moteur était la seule chose qui lui permettait de garder son équilibre. Il retourna au manoir Belladonna, dans le crépuscule froid et gris. Mais dès qu'il arrêta sa moto, Hawk sut que quelque chose n'allait pas. La porte d'entrée qu'il avait fermée à clé était maintenant entr'ouverte. La serrure pendait, cassée. Aucun bruit ne venait de l'intérieur. C'était trop calme. C'était comme si la maison retenait son souffle, attendant qu'il entre. Hawk resta figé pendant quelques secondes. Son instinct de vieux soldat prit le dessus. Il sortit le couteau pliant de sa poche, ouvrit la porte et scruta rapidement le salon. Tout avait été mis sens dessus-dessous. Les chaises avaient été renversées, les étagères avaient été ouvertes et les tiroirs avaient été tirés, comme si quelqu'un avait saccagé les lieux. Il observa chaque détail. Les légères traces de poussière, les empreintes de pas menant vers l'arrière et les objets manquants qu'il avait remarqués avant l'arrestation. Quelqu'un était venu ici, mais ce n'était pas pour chercher de l'argent. Il cherchait des informations. Il vérifia le premier et le deuxième étage et ne trouva aucun autre indice, mais son cœur se serra à la pensée de Rosa. De toute évidence, le sous-sol n'était pas un secret. De toute évidence, il n'était pas le seul à savoir qu'il avait été utilisé pour détenir des personnes. Alors qu'il sortait dans la cour, le vieux Malcolm Hayes apparut de la maison voisine, une cigarette tremblante dans la main et l'air inquiet. « Vous êtes de retour », murmura-t-il en jetant un coup d'œil autour de lui, comme si quelqu'un pouvait l'entendre. « J'allais venir vous le dire », continua-t-il, « mais je n'ai pas osé.
Quelqu'un est entré par effraction chez moi. Hawk répondit d'un ton neutre. Vous avez vu quelque chose? Malcolm déglutit péniblement. 3 Italiens en costume noir. Ils sont arrivés juste après que la police t'ait emmené. Ils n'ont pas frappé. Ils sont juste entrés. Ils sont repartis aussi vite qu'ils étaient venus. Hawk croisa les bras. Il sentait la chaleur dans sa nuque. Ils t'ont dit quelque chose? Malcolm secoua la tête. Non, mais je connais leur genre. Il désigna la maison. La dernière chose à faire ici, c'est de fouiller dans son passé. Je n'avais pas peur du passé, mais j'avais peur de ceux qui en avaient survécu. Il chassait Rosa à l'intérieur pour fouiller de plus près. J'ai suivi les empreintes jusqu'à la bibliothèque. Une étagère avait été déplacée, révélant un mur de briques derrière elle. Une brique était plus lâche que les autres. Je l'ai retirée avec le couteau. Elle est tombée, exposant un espace creux. À l'intérieur se trouvait un épais cahier, enveloppé dans du cuir vieux et moisi et attaché avec de la corde. Je l'ai sorti et la poussière s'est élevée comme les cendres de souvenirs brûlés. La couverture était gravée des initiales IB. En ouvrant la première page, j'ai découvert une écriture délicate. Journal intime d'Isabella Belladonna. Je me suis assis sur le sol en bois froid, feuilletant les pages et parcourant les lignes qui racontaient une histoire que Detroit avait jamais entièrement entendue. Isabella, la plus jeune fille du parrain de la mafia, Lorenzo Belladonna, était la seule membre de la famille à avoir une conscience. Le journal détaillait un réseau de traite d'êtres humains, avec des enfants amenés au manoir pour être brisés par des interrogatoires dans le sous-sol, et comment Isabella avait secrètement riposté en mettant quelques enfants en sécurité. Mais la page qui a glacé Hawk se trouvait vers la fin. Une enfant porte le sang des Bella. Elle est la dernière. Si elle est retrouvée, la famille renaîtra. Si elle est cachée, le monde sera plus sûr. Isabella écrivait qu'elle avait caché l'enfant, une petite fille et dernière descendante directe, avant le raid du FBI. Cependant, les dossiers du FBI ne mentionnaient jamais la découverte d'un bébé. Et maintenant, Rosa était apparue dans le sous-sol. Je pris une profonde inspiration. Le tableau complet se formait. Rosa n'était pas seulement une victime. Elle était la dernière pièce qui pouvait ressusciter la famille Belladonna. Les hommes en costume noir étaient les descendants de ceux qui avaient autrefois servi la famille. Ils voulaient récupérer Rosa. Non par pitié, mais pour le pouvoir, le symbolisme et la lignée. Haut fermant le journal, les jointures blanchies à force de le serrer si fort. Il avait juré de protéger cet enfant à tout prix. Maintenant, il savait pourquoi c'était si important. Et une chose était claire pour lui, l'acier froid de son couteau. Si la mafia Belladonna voulait que Rosa reconstruise leur empire, alors il ferait ce pourquoi il était né, les combattre. Mais cette fois, ce ne serait pas pour le club, l'honneur ou le sang. Ce serait pour une petite fille tremblante dans un sous-sol qui l'avait serrée dans ses bras et lui avait dit « Ne les laisse pas m'emmener ». Hawk regarda les fenêtres sombres du manoir. La nuit semblait bouger. Il reviendrait, et quand il le ferait, il les attendrait. Cette nuit-là, alors que Hawk rangeait le journal intime d'Isabella dans un tiroir, les premiers signes de la tempête qui approchait apparurent. Le vent de Detroit hurlait et les fenêtres vibraient comme si quelqu'un frappait dessus depuis l'extérieur. Hawk éteignit toutes les lumières et se posta derrière les rideaux, observant la rue. Tout était anormalement calme, trop calme. Puis, une berline noire s'arrêta au coin de la rue et resta au ralenti sans que le moteur soit coupé. Vint ensuite un SUV Cadillac Escalade. Ses vitres étaient teintées et ses pneus sautèrent le trottoir comme si le code de la route n'existait pas. A reconnu immédiatement le type de voiture. Des voitures sans plaque d'immatriculation normale. Le genre de voiture que la mafia italienne utilisait plus que les civils de Detroit. Une silhouette sortit de l'escalade. Elle portait un costume noir parfaitement taillé avec une cravate rouge. Ses cheveux étaient lissés en arrière et brillants. Et son visage était anguleux, avec des yeux froids et bridés. Il marchait avec l'assurance d'un homme qui croyait que tout le quartier lui appartenait. À côté, Malcolm Hayes jetait un œil à travers ses rideaux. Il était livide, mais n'osait pas ouvrir la porte ni appeler la police. Les hommes comme lui n'avaient pas besoin de menacer. Leur simple présence était une menace. Hawk savait qui il était avant même qu'il ne parle. Marco Venditti, qui, selon la rumeur, tentait de ressusciter la famille Belladonna. Un monstre en costume. 5 autres hommes le suivaient,
Ils portaient des costumes noirs et des gants en cuir et se déplaçaient de manière synchronisée, comme un peloton d'exécution. Marco s'arrêta devant la porte du manoir. Sans frapper, sans demander la permission. Il l'ouvrit d'un coup de pied. La porte en bois claqua contre le mur dans un grand bruit. Hawk se tenait dans l'obscurité du salon. La lumière du réverbère brillait à travers la porte, projetant la longue ombre de Marco sur le vieux tapis. Marco sourit comme s'il saluait un vieil ami, Caleb Santoro. Hawk ne répondit pas. Marco entra comme s'il était chez lui. Nous cherchons quelque chose qui appartient à la famille Belladonna, dit-il d'une voix douce mais glaciale. La fille? Elle nous appartient. Je serrai plus fort mon couteau pliant, les yeux rivés sur l'escalier où Rosa était cachée derrière des planches. Il n'y a pas de fille ici. Ne me mens pas, répondit Marco. Son ton était toujours calme. Toute la ville sait que tu l'as sortie du sous-sol. C'est la dernière enfant qui porte le sang des Belladonna, la clé qui permettra à la famille de revenir. Hawk serra les dents. J'ai vu une enfant enfermée sous terre. Je n'ai vu aucune famille. Le sourire de Marco s'estompa. Tu ne comprends pas, motard. Cette fille est un symbole. Le pouvoir, et ma famille récupère toujours ce qui lui appartient. Il claqua des doigts. Deux voyous se précipitèrent vers lui. Hawk recula d'un pas, esquiva le premier coup de poing et entailla le bras du deuxième homme avec un couteau. Cependant, l'autre homme lui asséna un coup de poing dans les côtes, projetant Hawk contre le mur. Une douleur fulgurante lui traversa la poitrine. Hawk réalisa qu'il n'était plus aussi rapide qu'à l'âge de 20 ans lorsqu'il était dans les Marines, mais il resta debout. « Tenez-le » ordonna Marco. Deux hommes le plaquèrent au sol comme un sac de sable. Un coup d'épée dans le ventre le fit tomber à genoux. Accroupi près de lui, Marco murmura « Je ne veux pas te tuer. Tu as plus de valeur vivant. Mais si tu te mets entre moi et la fille, dit-il en inclinant la tête, les yeux brillants comme ceux d'un prédateur. Tu mourras lentement. Hawk entendit un petit cri derrière l'escalier. C'était Rose qui sanglotait étouffée. Elle avait tout vu. L'un des hommes s'avança vers l'escalier, se penchant comme s'il cherchait quelque chose. Hawk se redressa d'un bond et lui donna un violent coup de tête, mais un coup de pied à l'épaule le renversa. Marco fronça les sourcils, l'irritation se lisant sur son visage. « Mettez-le à terre. » Les deux hommes qui retenaient Hawk lui martelèrent le dos et la poitrine de leurs poings. Il avait le goût du sang dans la bouche et le souffle court, mais Hawk avait survécu à la guerre. Cette douleur ne le tuerait pas. Il était plaqué contre le mur. O jeta un coup d'œil vers l'escalier et vit les yeux écarquillés et terrifiés de Rose à travers les lattes de bois. Elle tremblait, mais s'accrochait toujours à son seul espoir, lui. O prit une profonde inspiration et se souvint du tunnel que le FBI avait cartographié dans le sous-sol, la seule issue de secours s'ils étaient encerclés. Il rugit et se tordit de toutes ses forces, entraînant les deux hommes avec lui. Pendant qu'il jurait, il rampait vers la porte du sous-sol et l'ouvrait d'un coup de pied. Il dévala les escaliers sombres, le cœur battant à tout rompre et les pas tonitruants derrière lui. Marco cria « Ne le laissez pas s'échapper, les filles sont en bas !» O bondit sur les dernières marches, se retourna et cria « Rosa, maintenant !» Elle jaillit de sa cachette et courut vers lui, les larmes coulant sur son visage. Des bottes martelaient derrière eux. Hawk prit Rosa dans ses bras et sprinta dans l'étroit tunnel de briques que le FBI avait tracé derrière le manoir. Lorsque Marco et son équipe arrivèrent en bas, j'avais disparu dans l'obscurité. Derrière lui, Rosa sanglotait, la voix brisée. « Ne les laissez pas m'attraper. Je vous en prie, ne les laissez pas m'attraper. » Il s'agenouilla et prit son visage entre ses mains. « Je te le jure, dit-il d'une voix rauque de douleur et de rage. Ils ne te toucheront pas tant que je vivrai. » Dans l'obscurité du tunnel, je savais une chose. La guerre avait officiellement commencé, et il protégerait Rosa jusqu'à son dernier souffle. Je courus sans fin dans le tunnel sombre. Le souffle court et haletant, comme si des pierres broyaient ma poitrine. Le plafond en briques était si bas qu'il devait se courber et serrer Rosa contre sa poitrine pour la protéger des bords rugueux. Les pas de la mafia qui les poursuivait s'estompèrent progressivement, puis disparurent complètement dans l'obscurité. O s'arrêta à la sortie du tunnel derrière le manoir, où l'ouverture était dissimulée par des buissons épais et envahissants, près du petit bois qui rejoignait les terrains vagues de Detroit.
Il posa Rosa par terre, appuya sa main contre le mur et tenta de reprendre son souffle. La petite fille agrippait fermement sa veste, ses mains tremblant tellement que ses ongles s'enfonçaient dans sa peau. Mon oncle, ils reviennent, sanglota Rosa. Il posa sa main sur sa tête, d'une voix basse et calme. Je sais, et je ne laisserai pas cela arriver. Mais au moment où il prononça ces mots, la vérité le frappa plus fort que n'importe quel coup de poing de Vendetti. Il ne pouvait pas protéger cet enfant. Pas contre une famille mafieuse en pleine ascension. Pas contre des hommes riches, armés, avec un passé violent et toutes les raisons de tuer quiconque se mettrait en travers de leur chemin. Les Belladonna n'étaient pas seulement une famille criminelle. Ils étaient la légende noire de Detroit. Et Rosa était la pièce qui allait faire revivre cette légende. Il leva les yeux vers le ciel couvert. Il n'avait jamais eu peur d'un groupe d'hommes de toute sa vie. Mais cette fois, la peur n'était pas pour lui-même. Elle était pour l'enfant accroché à son bras, comme s'il était la seule chose qui l'empêchait d'être consumé par les ténèbres. Il se leva et l'emmena plus loin dans les bois, jusqu'à un entrepôt abandonné, un endroit suffisamment éloigné pour être temporairement en sécurité. Il l'assit dans un coin caché et l'enveloppa dans sa veste. « Reste ici, n'ouvre la porte à personne d'autre que moi, dit-il. Rosa acquiesça rapidement, les larmes aux yeux, mais son regard était plus déterminé qu'auparavant. Elle était trop habituée à la peur, mais cette fois, elle n'était pas seule pour y faire face. Je quittai l'entrepôt et me dirigeai vers le bord du parking, où le signal du téléphone portable était faible mais utilisable. Il sortit son téléphone, les doigts suspendus au-dessus de l'écran. Cela faisait 3 ans qu'il n'avait pas appelé ce numéro. 3 ans qu'il avait quitté le club, la seule famille qu'il avait eue après les Marines, et rompu son serment de fraternité. Il était parti en silence car il ne supportait pas la mort de Johnny Cross. Il prit une profonde inspiration et composa le numéro. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois. Puis une voix grave et gutturale, comme du bois qui brûle, se fit entendre à l'autre bout du fil. « Maddock à l'appareil. » Hawk ferma les yeux pendant 1 seconde, puis les rouvrit. La voix était rauque mais claire. « Rex, c'est moi, Hawk. » Il y eut un silence de 5 secondes, si lourd que Hawk crut que la ligne allait être coupée. Puis Rex Maddock, le chef des Hells Angels du Sud-Ouest et l'homme qui avait combattu aux côtés de Hawk dans 3 États différents et lui avait sauvé la vie à 2 reprises, parla d'une voix basse, lente et assurée. « Je savais que tu appellerais un jour. » Hawk ravala la boule qu'il avait dans la gorge. « J'ai trouvé une enfant. Elle était enfermée dans le sous-sol du manoir Belladonna. La mafia est à sa recherche. Ils veulent reconstruire la famille. Ils sont riches et armés, et tu es seul. » Rex avait terminé. Je regardais sa main, qui tremblait encore légèrement sous l'effet de la douleur. Oui, je ne pense pas pouvoir les retenir longtemps. Je ne peux pas les laisser la reprendre. Une fois de plus, Rex resta silencieux. Mais cette fois, le silence n'était pas un rejet. C'était une évaluation, une réflexion, la préparation d'un chef. Finalement, Rex prit la parole, sa voix tranchant l'obscurité comme une lame. « Envoyez les coordonnées. La famille n'abandonne pas de la famille. » O ferma les yeux, sentant la partie de lui qui était morte avec Johnny Cross se réveiller à nouveau. La famille ne compte pas les années. La famille compte le sang. O ouvrit les yeux. Le vent de Detroit soufflait plus fort. Des feuilles lui fouettaient le visage, l'avertissant de la tempête qui approchait. « Tu m'as appelé. Ça suffit, » dit Rex. « Ce soir, tout le club saura que ce gamin fait désormais partie de la famille. C'est tout ce qu'il faut pour que nous roulions sans nous arrêter. » Hawk ne dit rien de plus. Il envoya les coordonnées, et dès que le bouton envoyé disparut, il sut qu'il ne serait plus seul cette nuit. Il retourna à l'entrepôt et ouvrit la porte. Rosa leva les yeux vers lui, ses yeux rouges pleins d'espoir. Hawk s'agenouilla à côté d'elle. « Nous avons fini de fuir, dit-il. La prochaine fois qu'ils viendront, je ne serai pas seul. » Rosa pencha la tête. « Qui vient de nous aider, mon oncle? » Hawk regarda dehors, vers le ciel noir, où demain le sol tremblerait au son des moteurs. « Ma famille, dit-il doucement, ceux qui ne s'abandonnent jamais les uns les autres. » Puis il se leva et serra les poings. Hawk le savait clairement. La guerre finale approchait. Cette fois, il ne laisserait personne emmener Rosa. Ni la mafia Belladonna, ni Marco Vendetti, ni quiconque s'accrochait encore à ce passé sanglant. Hawk se prépara pour la fin. Dans l'obscurité,
Il sentit l'esprit familier des Hells Angels revenir vers lui comme des tambours de guerre. La tempête était arrivée, et cette fois, elle était de son côté. Hawk ramena Rosa au manoir Belladonna juste avant la tombée de la nuit. Le ciel de Detroit s'assombrit comme un rideau se levant pour le final. Il ne pouvait pas laisser Rosa dans les bois alors que la mafia était à sa recherche. Le seul endroit sûr était l'ancienne salle forte du FBI, construite profondément sous terre lorsque le gouvernement surveillait la famille Belladonna. L'entrée était cachée derrière un casier à 20 fissurés. Seuls ceux qui avaient déjà servi là-bas la connaissaient. Et maintenant Hawk, il alluma sa lampe torche et guida Rosa à travers le couloir de béton froid. Leurs pas résonnaient comme un conte à rebours du destin. Lorsqu'ils atteignirent la dernière pièce, la salle de sécurité des témoins, Hawk verrouilla la porte en fer. Le cliquetis du métal les isolait du monde extérieur. À l'intérieur, il y avait juste assez de place pour 2 épais murs de béton et une ampoule jaune pâle suspendue à un vieux câble électrique. Rosa se recroquevilla sur le lit pliant que le FBI avait laissé là 40 ans auparavant. Hawk tira une chaise en bois et s'assit, la regardant dans la faible lumière. « Tu as froid ?» demanda-t-il. Rosa secoua la tête, mais Hawk lui donna quand même la couverture militaire qu'il avait trouvée dans un casier. Elle s'en enveloppa, ses petites mains tremblant encore légèrement lorsqu'elle les dépassait de la couverture. Ils restèrent tous deux silencieux pendant un long moment. Seul le bruit de leur respiration lente et le sifflement du vent dans la bouche d'aération venant rompre le silence. Puis Rosa prit la parole, d'une voix si faible qu'on aurait dit qu'elle avait peur de réveiller des monstres cachés. « Oncle Hawk, pourquoi es-tu revenu me chercher? Tous les autres m'ont abandonné. » Hawk s'appuya contre le mur, les yeux embués par les souvenirs. Rosa ne s'en rendait pas compte, mais elle avait touché le point qui lui faisait le plus mal. « Parce que j'étais comme toi autrefois, » dit-il lentement. Chaque mot venait d'une vieille cicatrice. Quand j'avais 19 ans, j'ai moi aussi été enfermé. Abandonné. Personne n'est revenu. Rosa leva les yeux vers lui, ses grands yeux reflétant la lumière jaune. « Comment t'es-tu échappé? » Hawk sourit. Un sourire sans joie. C'était juste le sourire de quelqu'un qui avait survécu grâce à la chance et au sang. « Un vieux soldat m'a sorti de là. Personne ne mérite de vivre dans l'obscurité, m'a-t-il dit. À partir de ce jour, je me suis promis que si je voyais un jour quelqu'un comme l'enfant que j'étais, je ne l'abandonnerais pas. » Rosa serra la couverture plus fort. « J'ai tellement peur, murmura-t-elle. Ils me connaissent, ils me trouveront. Tu es sûr qu'ils ne peuvent pas entrer ici? » Hawk posa une main sur son épaule. « Je suis sûr d'une chose, dit-il. Ils devront d'abord passer sur mon cadavre. » Rosa baissa la tête, ses petites épaules étremblant. Mais cette fois, ce n'était pas seulement à cause de la peur. Pour la première fois de sa vie, elle sentait que quelqu'un se tenait entre elle et l'horreur. Soudain, un grand fracas retentit au-dessus d'eux. On entendit des portières de voitures claquer et des pas, suivis du cliquetis métallique des cartouches chargées dans les chambres. Hawk se leva d'un bond et se précipita vers la petite fenêtre pour regarder dans le jardin derrière la maison. À la lueur de la lune, il aperçut un groupe d'hommes en costume noir qui se rassemblaient. Plus d'une dizaine d'entre eux étaient lourdement armés de fusils et de pistolets et portaient des gilets pare-balles. Le chef alluma un cigare, dont la flamme vacillait dans la nuit. « Mettez cette maison sans dessus-dessous, Marco Vendetti, » dit-il d'une voix qui résonna comme du métal raclant de la pierre. « La fille est quelque part sous mes pieds. Trouvez-la, même si nous devons arracher chaque brique. » Le bruit des portes qui s'enfonçaient, du bois qui se brisait et des meubles qui se fracassaient fit bondir Rosa dans les bras de Hawk. Il la serra fort contre lui couvrant les oreilles pour étouffer le bruit terrifiant provenant d'en haut. « Ils n'ont pas encore trouvé le chemin vers le bas, » dit Hawk. La véritable entrée, cachée derrière le casier à bouteilles, était verrouillée de l'intérieur. Ils étaient toujours au premier étage, mais ils savaient que ce n'était qu'une question de temps avant que la mafia ne trouve ce qu'elle cherchait. Rosa et lui pouvaient entendre le bruit assourdissant des chaises qui volaient et des briques qui tombaient. Puis Marco rugit. « Fouillez aussi le sous-sol. La fille ne peut pas disparaître comme ça. » Rosa tremblait violemment, ses larmes imprégnant le bras de Hawk. « Oncle Hawk, s'il nous trouve, que va-t-il se passer? » Hawk s'accroupit et essuya ses larmes avec son pouce comme Johnny Cross l'avait fait pour lui lorsqu'il avait rejoint les Angels. « Écoute-moi, dit-il d'une voix basse et assurée, la voix d'un homme qui avait déjà décidé de mourir si nécessaire.
Ce soir, il va y avoir une tempête. Une énorme tempête. Mais tu ne seras pas seul. Rosa le regarda, ses yeux humides brillant d'une lueur. Quel genre de tempête? Hawk jeta un coup d'œil à la bouche d'aération, où la lumière de la lune rayait le sol, et il pouvait entendre le grondement très lointain et très faible d'un moteur qui commençait à faire vibrer le sol comme un courant sous-marin. Une tempête arrive pour se tenir à tes côtés, dit Hawk avec un sourire féroce. La tempête de ma famille. Puis il s'éloigna, vérifia son couteau et son arme, et prit d'une profonde inspiration, tel un guerrier prêt pour la bataille finale. Au-dessus, la fouille de la mafia devenait de plus en plus violente. En dessous, Hawk se tenait devant Rosa comme un rempart. Dans ce moment haletant, ils savaient tous deux que cette nuit allait tout décider. Hawk jura sur la vie qu'il avait sauvé de l'abîme qu'il ne laisserait pas les ténèbres toucher Rosa. Pas tant qu'il respirerait encore. Le bruit lointain des moteurs commença par un léger bourdonnement dans la nuit. Mais seconde après seconde, il devint plus fort, plus clair et plus lourd, jusqu'à ce que le sol sous le sous-sol tremble légèrement. Hawk retint son souffle et écouta. Ce n'était pas n'importe quelle moto. Ce n'étaient même pas les Hells Angels venus les sauver. C'était le bruit métallique et froid des Cadillacs de la mafia glissant sur l'asphalte. Rosa attrapa la manche de Hawk, les yeux écarquillés de panique. Ils sont là, n'est-ce pas? Hawk s'accroupit et regarda ses grands yeux tremblants. Oui, mais je me mettrai devant eux. Personne ne t'emmènera. Les pneus crissaient sur l'allée de gravier comme des pelles creusant la terre. Hawk se dirigea vers la bouche d'aération et regarda à travers la fente étroite. La vue fit serrer les poings même à un homme qui avait traversé la guerre. 15 Cadillac Escalade noires rutilantes étaient alignés bout à bout dans Indian Village Street, comme un cortège funèbre diabolique. Les portes s'ouvrirent à l'unisson. Plus de 30 hommes en sortirent. Ils portaient tous des costumes noirs, des chaussures et des gants en cuir, et avaient des armes sous leurs vestes. Leurs visages étaient aussi froids que la glace sous la lumière jaune des réverbères. Marco Vendetti ouvrait la marche. En sortant de la première voiture, il sortit un cigare et l'alluma. La flamme illumina ses yeux perçants et impitoyables, comme une lame pointée sur la gorge de quelqu'un. Encerclez les deux pâtés de maison, ordonna Marco. Sa voix était basse et calme, comme celle d'un homme habitué à commander dans l'ombre. Les filles étaient quelque part à proximité. Ce soir, nous mettons fin à tout ça. La maison de Malcolm Hayes s'assombrit instantanément. Les volets se refermèrent brusquement de l'intérieur. La maison d'en face fit de même. Les habitants d'Indian Village n'avaient pas besoin qu'on leur dise quoi faire. Lorsque l'ombre de la mafia s'abattait, la seule façon de survivre était de se taire et de disparaître des fenêtres. Personne n'osait regarder. Personne n'osait respirer bruyamment. Detroit avait autrefois tremblé devant la famille Belladonna, et maintenant cette ombre était revenue dans le sous-sol. Rosa se recroquevilla davantage, les mains agrippées au bord de la couverture. « Mon oncle, ils sont tellement nombreux. » Hawk posa une main sur sa tête, se redressa et redressa les épaules. « Reste ici. Ne monte pas. Quoi que tu entendes, n'ouvre pas la porte. Je reviendrai. » Rosa lui saisit la main un instant, les yeux suppliants, le priant de ne pas partir, mais Hawk se contenta d'acquiescer et se détourna. Il monta les escaliers jusqu'au salon. Ses pas étaient lourds mais assurés, comme si chacun d'entre eux était motivé non seulement par sa propre force, mais aussi par le serment qu'il avait prêté dans le tunnel sombre. Protéger Rosa jusqu'à son dernier souffle. Lorsqu'il ouvrit la porte d'entrée et sortit dans la cour, le vent glacial de Detroit lui fouetta le visage. 15 Cadillacs noirs étaient alignés comme une armée des ténèbres face à lui. Devant elle se tenait Marco Vendetti, vêtu d'un costume impeccable, comme s'il assistait à son propre couronnement. Il regarda Hawk et sourit. Le demi-sourire d'un homme qui savait qu'il disposait d'une armée alors que son adversaire n'avait que ses 2 poings. « Caleb Santoro, dit-il, sa voix portant à travers le quartier silencieux. « Je dois te l'accorder. Tu es têtu. Tu devrais déjà être en train de courir. Tu sais que tu ne peux pas garder la fille. » Hawk se tenait à 10 mètres de là, un lampadaire éclairant sa vieille veste en cuir et mettant en valeur ses cicatrices comme une carte de sa vie. Il ne dit rien. Marco fit un pas en avant. Il avait les mains dans les poches, comme s'il se promenait. « Cet enfant ne t'appartient pas. Elle est le sang de Belladonna, le symbole, la clé. Une famille ne peut pas mourir si elle a encore des héritiers. » Hawk resta silencieux,
ses yeux s'assombrissant comme la nuit derrière lui. Marco rit plus fort. Je ne veux pas te tuer, Santoro, mais je le ferai si tu te mets entre moi et la lignée de ma famille. Un vieux moteur ne peut pas changer l'histoire. Hawk prit d'une profonde inspiration, son ombre s'allongeant sur les marches. L'histoire n'élève pas un enfant, dit-il calmement. Mais sa voix résonna clairement, comme une pierre jetée dans un puits. Elle ne t'appartient pas. Rosa n'est pas un outil pour reconstruire un empire. Marco fronça les sourcils. Il détestait entendre le nom de Rosa sortir de la bouche de Hawk. Donc, tu choisis son camp. Hawk acquiesça d'un signe de tête sec, comme pour mon dernier souffle. Marco expira la fumée de son cigare, jeta un coup d'œil à ses hommes et dit « Emmenez-le ». 30 hommes armés levèrent leurs armes et avancèrent comme une vague sombre. Mais Hawk ne bougea pas. Il resta debout dans la cour, tel un rocher dans un torrent. Il était imperturbable et immobile, ses yeux reflétant un calme terrifiant, celui des eaux tranquilles avant la plus grande tempête. Aux oreilles de Hawk, le bruit lointain des moteurs se fit à nouveau entendre, mais il semblait différent cette fois-ci. Ce n'était pas la mafia, ni des Cadillacs. C'était un rugissement grave, puissant, qui faisait trembler la terre, un bruit que n'importe quel moteur reconnaîtrait à 1 kilomètre. Hawk fixa Marco du regard. Ses yeux lancèrent un éclair qui paralysa le chef de la mafia. « La tempête est là, dit Hawk. Mais ce n'est pas ta tempête. » Du bout de la rue parvint le grondement des Harley, déchirant le ciel. C'était le bruit de l'enfer, le bruit de la famille qui rentrait à la maison. Il n'était plus seul. La tempête des Hells Angels était arrivée. L'air dans le village indien était tendu comme un fil d'acier, prêt à se rompre, tandis que 30 hommes armés de la mafia avançaient vers Hawk. Leurs yeux étaient comme ceux de loups sentant le sang. Marco Venditti se tenait devant sa ligne de Cadillac noir. Ses chaussures cirées écrasaient l'herbe morte sous ses pieds, comme s'il marchait sur la gorge d'un ennemi vaincu. Il s'apprêtait à donner l'ordre de saisir quand le sol sous les pieds de tout le monde vibra très faiblement, comme le battement de cœur d'une bête géante se réveillant dans les profondeurs souterraines. Un voyou de la mafia se retourna. « Vous entendez ça? Qu'est-ce que c'est? » Marco fronça les sourcils. Tout le monde retint son souffle. Puis le bruit se fit entendre à nouveau. Plus fort et plus profond, il résonna. C'était une longue explosion grave, comme le rugissement d'une meute de prédateurs. Hawk pouvait sentir la vibration se propager à travers ses bottes comme une onde de choc. Il connaissait ce bruit. Il l'avait entendu des centaines de fois sur la route 66, lors des nuits brûlantes du désert du Nevada, lorsque ses frères roulaient en formation sur 3 miles sans phare, juste pour honorer les morts. Hawk inspira profondément, son cœur ralentit, et son corps se détendit comme s'il avait enfin vu l'aube après la plus longue des nuits. Il savait que sa famille était arrivée. Au bout de la rue, 2 phares apparurent, suivis de 4 autres 68 faisceaux blancs illuminant progressivement les vieilles briques du manoir Belladonna. Un coup d'accélérateur, puis un deuxième, puis un troisième, jusqu'à ce que les sons se fondent en un mur de tonnerre. Une formation de motos Harley-Davidson fit éruption sur le champ de vision. Pas 5 motos, pas 10. 30 motos de tête chargèrent comme une pointe de lance. Puis 70 autres apparurent derrière les arbres. D'autres phares se joignirent à eux depuis la route parallèle. Au loin, sur Jefferson Avenue, une longue ligne de lumière s'étirait comme une rivière de feux rouges et blanches, inondant Indian Village. Les moteurs combinés créèrent un rugissement énorme qui fit trembler toutes les fenêtres des maisons environnantes. Marco recula. C'était impossible. O ne cligna pas des yeux. Il fixa Jefferson Avenue et la vue qui s'offrait à lui fit battre le cœur à tout rompre. Plus de 300 motos envahiront la rue, arrivant d'abord en formation serrée, timidine, et comme une unité militaire. Puis 200 autres arrivèrent de loin, comme si tout le ciel de Detroit s'était vidé, avec des Harley flamboyantes sous les lampes au sodium. Lorsque la dernière moto s'arrêta, son moteur rugissant encore, le temps lui-même sembla se figer dans un moment irréel. Au total, 600 Hells Angels Venus de Wichita, Michigan, Ohio, Illinois, Wisconsin, Indiana, Pennsylvanie, New York et Arizona se tenaient devant le manoir Belladonna. Personne ne parlait. Tous les moteurs furent coupés en même temps, créant un silence assourdissant. 6 cents phares s'allumèrent simultanément, aveuglant la mafia Venditti comme 6 cents yeux monstrueux.
Marco leva la main pour protéger son visage de la lumière aveuglante. Son arrogance se dissipa comme de la fumée. Qu'est-ce que c'est que ça? Marmonna-t-il, la voix tremblante. Des centaines de Harley redémarrèrent pendant quelques secondes, battant comme des tambours de guerre en parfaite synchronisation. Au centre de la formation, une silhouette s'avança. C'était un homme immense, mesurant près de 1,91 m, avec de longs cheveux gris attachés bas, vêtu d'une veste en cuir rouge et blanche arborant le logo brodé des Hells Angels, une tête de mort dans le dos. Rex Viper-Matic, président des Hells Angels du Sud-Ouest, était un cauchemar ambulant pour les motards et les criminels. Il s'avança, ses bottes martelant le sol comme des marteaux sur le cercueil d'un ennemi. Je croisai le regard de Rex. Pas de mots, pas d'explication, juste la simple vérité. La famille était là. Lorsque Rex se retrouva face à face avec Marco, le parrain de la mafia ressemblait à un renard tremblant devant un vieux loup qui avait traversé 3 décennies sanglantes. « Tu sais qui je suis? » demanda Rex d'une voix qui n'était pas forte, mais qui portait comme un jugement divin. Marco déglutit péniblement. « Oui, je sais. »« Bien, » dit Rex en s'approchant. « Alors tu sais que tu viens de commettre l'un des péchés les plus mortels au monde. Toucher un enfant protégé par l'un des miens. » Les phares éclairèrent le visage en sueur de Marco. Derrière Rex, 600 motards se tenaient immobiles et impassibles, tels des piliers de béton vivant. « Cette fille n'est pas à toi, » continua Rex. Sa voix était comme de l'acier sur de l'acier. Ni la mafia, ni le passé, ni la lignée Belladonna, qui est malade. Puis Rex pencha la tête et plissa les yeux dans la lumière. Cet enfant appartient à des gens bien, pas à des ordures comme toi. Ces mots tranchaient l'air comme une lame. Marco recula d'un pas. Bien qu'ils fussent plus nombreux que les motards et armés, ces hommes reculèrent instinctivement eux aussi. Personne ne sortit son arme. Personne ne bougea rapidement. Face à 600 Hells Angels, tous vétérans des guerres de rue, des combats en prison et d'innombrables batailles, les armes à feu n'étaient plus un avantage. Avant que Marco n'ait pu parler, des sirènes de police retentirent derrière eux. 6 SUV du FBI et 10 voitures de police de Detroit envahirent le quartier, mais étrangement, ils s'arrêtèrent tous derrière les motards plutôt que devant eux. Cette scène bizarre fit crier Marco. « Pourquoi diable les flics sont-ils derrière vous? » Crowley sortit d'un véhicule du FBI, le vent froid fouettant ses cheveux. Regardant Rex, puis Hawk, puis Marco, elle dit « Parce que ce soir, à tort ou à raison, les Hells Angels sont arrivés les premiers. Et cette fois, je me range du côté de ceux qui protègent l'enfant. » Marco hurla. « La fille est la fille de Belladonna. Sa place est ici. Marco Venditti. » Crowley l'interrompit. Sa voix était aussi tranchante que de la pierre à feu. « Vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, séquestration illégale d'une mineure, intrusion sur une propriété fédérale et tentative de reconstitution de l'organisation criminelle Belladonna. » Une équipe du FBI surgit derrière Marco. La mafia paniqua et tenta de se disperser, mais les motards bloquaient toutes les issues. Le métal cliqueta, des cris retentirent. Les armes tombèrent des mains avant que les gâchettes ne puissent être actionnées. Rex traversa le chaos, attrapa Marco par le col et le poussa vers les agences du FBI. « Ton empire est mort depuis longtemps, » dit Rex froidement. « Et ce soir, ce n'est pas le feu qui y a mis fin, c'est une petite fille. » Marco fut menotté et son visage fut plaqué contre le capot d'une voiture comme une bête, enfin mis en cage. Hawk sortit lentement de la cour. Lorsque les 600 motards le virent, ils ne l'acclamèrent pas et ne crièrent pas. Ils se contentèrent d'acquiescer à l'unisson. C'était un rituel ancien, accueillant un frère perdu à la maison. Hawk regarda Rex, Rex regarda Hawk. Pas d'étreinte, pas de poignée de main, juste une phrase qui remplaçait tout. Rentrons à la maison. Cette nuit-là, à Indian Village, Detroit, une famille mafieuse mourut pour la 2e fois. Non pas à cause des balles, mais grâce à la gentillesse d'un vieux motard et à la force indéfectible d'une famille appelée les Hells Angels. Alors que Marco Venditti était plaqué fesse contre terre sur le capot d'une voiture du FBI et que des menottes étaient refermées sur ses poignets, le bruit dans Indian Village commença à s'estomper. 600 Hells Angels se tenaient immobiles comme des statues, leurs phares s'éteignant progressivement pour ne laisser que le rouge et le bleu pulsant des gyrophares de police éclabousser la vieille brique du manoir Belladonna.
Crowley s'approcha de Hawk, toujours muni du dossier que son subordonné venait de lui remettre. Le froid soupçon qui avait transparé dans ses yeux lors de leur première rencontre avait disparu. Il était désormais remplacé par autre chose, du respect, de la compréhension et un soupçon de regret. Santoro, dit-elle d'une voix formelle mais plus douce que jamais. Nous venons d'examiner le journal que vous avez trouvé et toutes les preuves que vous avez mentionnées. Hawk ne répondit pas. Il se contenta de la regarder, attendant que la vérité soit enfin dite à haute voix. Crowley ouvrit le dossier contenant les photos. Il y avait des photos du tunnel sous le manoir, de la cellule, des marques de griffes sur les murs, de vieilles brûlures de cordes et des pages scannées du journal d'Isabella Belladonna. Le journal confirme tout ce que vous avez dit au sujet du réseau de traite d'êtres humains des Belladonna, poursuivit Crowley, et qu'Isabella a essayé de sauver le dernier enfant. Rosa est la descendante directe. Marco voulait la récupérer pour légitimer la résurrection de la famille. Les poings de Hawk se serrèrent légèrement. La colère familière monta, mais elle n'explosa pas, car il savait que la vérité n'était plus cachée. Les pages d'Isabella étaient devenues les clous du cercueil des Belladonna. Crowley soupira, une lueur de douleur traversant son visage. « Nous avons recueilli la déposition de Rose, dit-elle, et il n'y a qu'une seule personne à qui elle veut parler. » Hawk savait sans qu'on lui demande. Moi, Crowley acquiesça, avec une pointe d'admiration inattendue dans les yeux. Elle pleurait, paniquait et refusait de parler ou de manger. Mais dès que nous avons mentionné votre nom, elle s'est calmée. Elle a dit « Oncle Hawk ne me quittera pas. » Hawk baissa la tête, sa poitrine se serra, non pas à cause de la douleur, mais parce que la promesse qu'il avait faite, une promesse qu'il avait l'intention de tenir à tout prix, était désormais la seule chose qui maintenait Rosa en vie. Crowley lui tendit un autre dossier. Nous nous préparons à placer Rosa dans le programme de protection des enfants témoins, mais il y a un problème. Elle refuse tous les autres tuteurs. Hawk leva les yeux, le regard perçant. Que voulez-vous dire? Je veux dire, dit lentement Crowley, que nous vous nommons tuteur temporaire. Elle vous fait confiance, et la loi autorise des exceptions lorsqu'il s'agit d'un enfant témoin traumatisé. Hawk resta figé pendant quelques secondes. Il ne s'était jamais imaginé en tant que tuteur de qui que ce soit. En fait, il ne pensait pas le mériter. Mais quand il imagina Rosa, ses yeux terrifiés, ses petites mains agrippées à sa veste dans le sous-sol, son murmure brisé, « Ne me laissez pas », il sut qu'il n'avait plus le choix. C'était son devoir. C'était une dette pour une vie qu'il avait eu la chance de sauver. « J'accepte », dit Hawk sans hésiter. Crowley esquissa un petit sourire sincère, le premier depuis leur rencontre. « Bien, elle sera ravie. » À ce moment-là, le maire de Detroit arriva avec 2 membres du conseil municipal, le visage tendu. Il venait d'assister à la formation d'une armée de 600 motards venus protéger une enfant, et il savait que la ville avait traité Hawk comme un criminel toute la semaine. « Monsieur Santoro, » dit le maire d'une voix basse mais sincère, « au nom de la ville de Detroit, je vous présente mes excuses. » Hawk ne se retourna pas. Il répondit simplement, « Ne vous excusez pas auprès de moi. Excusez-vous auprès de l'enfant. » Ces mots firent taire tout le quartier. Même les moteurs endurcis baissèrent légèrement la tête. Le maire acquiesça, sans discuter. « Nous vous fournirons tout ce dont vous avez besoin pour réparer la maison et assurer la sécurité de Rosa. » Pour la première fois, Hawk se retourna et regarda l'homme dans les yeux. « La sécurité, dit-il, ne vient pas du gouvernement. » Il détourna le regard vers les 600 Hells Angels qui montaient la garde dans la rue, formant un mur rouge et blanc. « La sécurité vient de la famille. » Crowley acquiesça. Il n'y eut aucune réplique. La vieille dame d'à côté entr'ouvrit sa porte et regarda Hawk avec un mélange de crainte et d'admiration. Des lumières rouges et bleues illuminaient la façade du manoir Belladonna, créant une scène digne d'un film. Les motards, le FBI et la mafia étaient tous menottés, tandis que les résidents jetaient un œil par leurs fenêtres, pris entre l'obscurité et la justice. Hawk ajusta sa veste et se dirigea vers le SUV où Rosa était assise, enveloppée dans une couverture. Dès qu'elle l'aperçut, elle se jeta dans ses bras comme un oisillon retrouvant son nid. Hawk la souleva et la serra contre sa poitrine. Rosa tremblait, mais plus de peur. « Je te l'avais dit », murmura-t-elle contre son épaule, la voix fatiguée. « Je savais que tu reviendrais. » Hawk sourit faiblement et la serra plus fort contre lui.
Je t'ai dit que je ne te quitterai pas. Et ce fut le moment. Au cœur de Detroit, sur les lieux d'un crime qui avait été commis autrefois, Hawk Santoro fut innocenté. Rosa était sauvée et Belladonna était rayée à jamais. Non pas par le FBI ou la justice, mais par un homme qui avait autrefois porté les ailes des Hells Angels et une petite fille dont le cœur était plus grand que la lignée dans laquelle le monde avait tenté de l'enfermer. Après l'enlèvement de Marco et la fin de la nuit tumultueuse des Hells Angels, Indian Village se réveilla dans une matinée comme il n'en avait pas connu depuis des décennies. Le ciel était plus bleu, le vent plus doux, et le lourd silence qui pesait sur le manoir Belladonna depuis 40 ans s'était enfin dissipé. Hawk se tenait sur les marches du manoir, la tête de Rose posée sur son épaule, tandis que 600 motards se dispersaient dans la cour et dans la rue, ressemblant davantage à des artisans qualifiés qu'à des guerriers. Aucun ordre n'a été donné. Aucune demande n'a été faite. Ils ont simplement regardé le vieux manoir en ruine, se sont salués d'un signe de tête et se sont compris. Cet endroit, autrefois repère du mal, devait devenir son contraire. C'est ainsi que, ce jour-là, Haven House Detroit vit le jour, non pas grâce à des fonds publics ou à des entrepreneurs professionnels, mais grâce aux mains colleuses, au cœur ardent et aux histoires marquées par les cicatrices des Hells Angels. Au cours des 2 semaines suivantes, des moteurs venus de 8 États se relayèrent pour revenir. Une équipe installa des échafaudages et remplaça toutes les tuiles imprégnées de pluie qui avaient pourri pendant 40 ans. Une autre équipe a gratté la peinture écaillée et repeint l'extérieur d'une couleur crème chaleureuse, transformant la maison d'une prison en une grande demeure européenne ancienne. Des mécaniciens de l'Arizona ont ressoudé les balustrades du balcon et poli chaque barre jusqu'à ce que toute trace de rouille disparaisse. Des charpentiers ont construit une petite aire de jeu à l'arrière. Il y avait des balançoires, un toboggan, du sable propre et des arbres verts. Des hommes couverts de tatouages. Une société autrefois considérée avec suspicion. Aujourd'hui, ils soulevaient chaque planche et chaque morceau de métal comme s'ils réparaient des morceaux de leur propre vie. Hawk se tenait au milieu de tout cela, travaillant et observant, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de Johnny Cross. Une famille complète. Chaque soir, Rosa s'asseyait sur le balcon du 2e étage, les jambes ballottant dans le vide, regardant son oncle motard et ses amis travailler en bas. Elle s'ouvrait peu à peu, souriait davantage et dormait plus profondément. Lorsque Haven House a officiellement ouvert ses portes, 2 travailleurs sociaux à temps plein et un jeune thérapeute ont été affectés au projet. Rosa a commencé une thérapie hebdomadaire. Lors de sa première séance, elle tenait l'ours en peluche que Rex Maddox lui avait donné et a déclaré « Je ne veux plus être caché ». C'était la première fois que Rosa exprimait son désir de voir la lumière plutôt que l'obscurité. Hawk accompagna Rosa à l'école primaire située à 4 pâtés de maison. Le premier jour, elle lui tenait fermement la main et regardait sans cesse derrière elle, de peur que le passé ne surgisse de derrière une voiture garée. Cependant, lorsqu'un groupe d'enfants courut vers elle pour lui demander son nom, Rosa jeta un coup d'œil à Hawk avant de leur adresser un sourire timide. « Je m'appelle Rosa, et lui, c'est ma maison. » Il ne dit rien, mais ressentit une chaleur dans son cœur qu'il pensait ne plus jamais ressentir. La communauté de Detroit, qui avait été terrifiée par le manoir Belladonna pendant des décennies, commença à changer. Les habitants d'Indian Village regardèrent les moteurs construire des terrains de jeu, planter des arbres et peindre des murs. Ils ne causaient aucun problème et ne faisaient aucun bruit. Ils travaillaient simplement avec le soin de personnes qui voulaient réparer des choses qu'ils n'avaient pas cassées, mais dont ils étaient prêts à assumer la responsabilité. Les adolescents du quartier qui avaient l'habitude de traîner dans les parages vinrent observer. Ils demandèrent de l'eau, puis proposèrent de porter du bois. Des vieilles dames apportaient des biscuits aux ouvriers en leur disant « Merci de redonner vie à cet endroit ». L'homme qui avait autrefois appelé la police pour dénoncer Hawk venait maintenant frapper à sa porte pour s'excuser et proposer de planter des fleurs dans son jardin. Crowley elle-même assista à l'inauguration de Haven House et déclara devant la presse « Hawk a sauvé un enfant et mis fin à un héritage criminel. » Mais les mots qui ont le plus touché Hawk sont venus du fils d'un voisin. « Monsieur Hawk, êtes-vous un héros? » Hawk s'est agenouillé, s'est essuyé les mains sur son jean et a posé une main sur l'épaule du garçon. « Je suis juste quelqu'un qui ne voulait plus voir personne souffrir. » À la tombée de la nuit,
Haven House brillait d'une lumière dorée à chaque fenêtre. Rosa courait dans la cour de récréation, ses cheveux noirs flottant au vent, engloussant. Les motards étaient assis sur les marches, buvant du café et discutant. Ils ne semblaient pas différents des pères et oncles ordinaires du quartier. De loin, Indian Village ne portait plus l'ombre de la culpabilité, mais l'image d'une renaissance. C'était un endroit qui avait autrefois été englouti par les ténèbres, mais qui était maintenant ramené vers la lumière par les personnes les plus incomprises de la société. Et dans cette lueur chaleureuse, Hawk réalisa qu'il avait sauvé plus que Rosa. Il s'était sauvé lui-même, ainsi qu'un quartier et un héritage autrefois dominés par les ténèbres. Haven House Detroit était officiellement devenu l'endroit le plus sûr pour les enfants blessés. C'était un lieu construit par des motards que la communauté de Detroit ne craignait plus, mais commençait à chérir. Un an plus tard, le printemps revint à Detroit, apportant avec lui la brise douce et légère d'un village indien oublié depuis 40 ans. Le manoir Belladonna, désormais Haven House Detroit, n'était plus une ombre noire planant sur le quartier. Au contraire, chaque fenêtre brillait d'une lumière jaune et chaleureuse, se répandant comme un cœur qui bat. Les rires des enfants résonnaient dans le jardin, des cris pour glisser, des petits pieds qui couraient et des acclamations innocentes. Rosa, les cheveux attachés en queue de cheval, jouait au football avec deux autres enfants. De temps en temps, elle jetait un coup d'œil vers le porche, où Hawk était assis sur la chaise en bois qu'il avait réparée lui-même. Penché en avant, les coudes sur les genoux, il regardait les enfants jouer. Ses yeux, qui autrefois ne reflétaient que la noirceur, étaient désormais calmes comme de l'eau tranquille. Au loin, on entendait le grondement familier. Ce n'était pas le tonnerre violent de cette nuit d'orage, mais un grondement chaud et lent, comme une vieille salutation entre frères. 6 Harley entrèrent dans la cour et se garèrent en rang. Rex Viper Maddox descendit le premier, suivi des autres. C'étaient des hommes couverts de tatouages qui n'avaient autrefois connu que le chaos dans les rues. Aujourd'hui, ils étaient comme des oncles pour les enfants de la maison. Hawk se leva tandis que Rex montait les marches. « C'est sympa ici, » dit Rex en regardant autour de lui avec fierté. « Personne n'aurait cru que tu pourrais transformer cet enfer en paradis. » Hawk haussa les épaules d'un air mi-sérieux, mi-plaisant et répondit. « J'ai eu l'aide de ma famille. » Des enfants passèrent en courant, riant bruyamment. Un garçon aux cheveux bouclés serra la jambe d'un motard dans ses bras. L'homme rit de bon cœur et souleva l'enfant dans l'air. La vue de cet endroit, qui était autrefois un quartier gangrené par la criminalité, si beau et si étrange, fit sourire Hawk. Rosa arriva en courant, à bout de souffle, après avoir frappé fort dans le ballon. Elle sauta sur le porche et enlaça Hawk par derrière, ses petites mains autour de son cou. « Mon oncle! » Rosa rit, la joue appuyée contre sa veste en cuir. « Tu es ma maison. » Hawk posa sa main sur la sienne et ferma les yeux un instant. Cette seule phrase effaça toutes ces années. Il avait pensé que sa vie ne méritait que les ténèbres. Il se retourna et regarda Rosa, Rex, la maison illuminée, et les motards qui dressaient la table pour le dîner en plein air. Hawk prit une profonde inspiration et parla comme s'il s'adressait à lui-même, à Johnny Cross et à tous les fantômes de sa vie. Toute obscurité craint l'arrivée de personnes bonnes. Rex sourit et posa une main sur l'épaule de Hawk. Ce n'était ni un éloge ni des félicitations, mais la plus profonde reconnaissance qu'un chef pouvait accorder à un frère qui avait trouvé le droit chemin. Alors que le soleil se couchait sur l'horizon de Detroit, les Hells Angels démarrèrent leur moteur, leurs phares dorés transperçant les derniers rayons de lumière du jour. Hawk se tenait sous le porche, Rosa à ses côtés, tenant sa petite main. Les 6 Harley roulèrent lentement hors de Haven House, leur moteur émettant un son grave et chaleureux, comme un chant de liberté. Derrière eux, la maison restait éclairée et les rires des enfants ne cessaient jamais. L'histoire de Belladonna se terminait ici, non pas par la violence, mais par la gentillesse. Non pas par le sang, mais par la protection. Non pas par les menaces, mais par la famille. Alors que les Harley disparaissaient derrière les arbres du village indien, l'histoire se terminait sur l'image des motards continuant à défendre ce qui est juste. C'est une façon d'agir que le monde reconnaît rarement, mais qu'il ne faut jamais oublier. Si vous aimez les histoires émouvantes sur la gentillesse, le courage et l'humanité, abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun nouvel épisode. Rejoignez-nous dans notre prochain voyage
où des motards accomplissent de bonnes actions qui touchent le cœur de tous.